Imaginez un jour vous réveiller sur un lit d'hôpital et d'oublier qui vous êtes et donc souffrir d'amnésie. Oui, c'est ce qui est arrivé à notre invité Pascal et depuis, il refait connaissance avec lui-même comme on mène une enquête et il vient nous raconter tout ça. Il a publié un livre bouleversant qu'il nous présente dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir en ce lundi de Pentecôte pour une heure d'émission consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez régulièrement, mais surtout celles que vous recevez. Rime, bonjour. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Florence à propos du petit duvet qu'on peut avoir juste au-dessus des lèvres. Exactement, j'ai reçu pas mal de questions là-dessus parce que c'est un complexe, notamment pour les femmes. Et avec la ménopause, parfois, on a le poil un peu plus dru. Voilà, donc je vais vous présenter plein de solutions, celles qui sont efficaces, celles qui le sont moins. Sylvie Chocron, bonjour. Bonjour Jimmy. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau d'une personne courageuse. Vous êtes courageux, Jimmy? Pas des masses en vrai. C'est sûr. On va essayer C'est de rentrer désagréable, dans votre c'est cerveau courageux. et de vous rendre peut-être un petit peu plus courageux. Pauline Desroulettes, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous allez nous présenter en fait, votre prothèse qui vous permet de courir. Tout à fait, je suis venue avec ma lame de course et il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent comment ça fonctionne, quelle prothèse j'utilise pour quelle telle activité, donc je vais essayer de vous expliquer ça en images. On a hâte de voir ça. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, une ville qui a perdu près d'un tiers de ses médecins généralistes. Mais un médecin, le docteur Pienec, âgé de 72 ans, lui est toujours là pour prendre soin de la santé de ses habitants. Mais pour encore combien de temps? La réponse dans un instant. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions à propos du stress du quotidien. À partir de quand considère-t-on que le stress devient trop important et délétère pour l'organisme? Comment faire pour réduire son stress au quotidien sans médicaments? Les explications avec un psychologue et une sophrologue. Tout de suite, c'est le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le témoignage exceptionnel d'un homme qui a tout oublié jusqu'à sa propre identité, victime d'une amnésie. Il s'appelle Pascal Rousseau, il a 64 ans, c'est le père de 5 enfants, le grand-père de 2 petites filles. Il fut un grand footballeur, mais tout ça, toute son histoire s'est effacée de sa mémoire il y a 7 ans. En un claquement de doigts, et depuis, il chemine à la rencontre de lui-même. Et il raconte son parcours comme on mène une enquête dans ce livre bouleversant intitulé Amnésique, qui est publié chez City Éditions. Pascal Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a 7 ans, un malaise vous conduit à l'hôpital. Et quand vous vous réveillez, c'est le trou noir. Au réveil, vous ne savez même plus qui vous êtes, vous ne connaissez même plus votre nom. Non, c'était très étrange parce que j'avais toute ma capacité d'analyse. Je savais que j'étais dans une chambre d'hôpital, dans un lit, mais je ne savais pas comment je m'appelais, je ne savais pas où j'étais. Donc c'est assez perturbant, c'est vrai. Et vous avez découvert votre nom sur la petite étiquette? Sur la petite étiquette au bout du lit et sur le bracelet, Pascal Rousseau, 4362, 57 ans. Alors à l'hôpital, il y a une neurochirurgienne qui vous apprend que vous avez une amnésie dissociative rétrograde. Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors ça, c'est la deuxième partie. Au départ, je suis dissociatif. C'est un réflexe du cerveau par rapport à de forts traumatismes. Le cerveau a cette formidable capacité, dès que vous subissez un très très fort trauma, de vous sortir pour vous éviter de souffrir physiquement du trauma. Mais à ce moment-là, vous ne le savez pas. Non, on ne sait absolument pas ce pas. qui se passe exactement. Et puis, il vous ramène, bien sûr, à un moment donné, il vous ramène à la maison. Sauf que là, où vous êtes complètement dans le déni, ça peut arriver, hein, des gens qui oublient complètement des gros traumatismes, puis qui s'en souviennent peut-être 30 ans après, 20 ans après. Mais Pascal, ça veut dire quoi? Que vous avez oublié votre nom, votre prénom, vos enfants? Non, ça, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire que j'ai vécu comme ça au départ. J'ai été abusé, donc c'est quelque chose de très compliqué. J'ai vécu toute ma vie comme ça, et puis à un moment donné, mon cerveau n'a plus réussi à gérer ces allers-retours, donc il a tiré la prise, comme je dis régulièrement, et à ce moment-là, on devient amnésique, dissociatif, rétrograde ou antérograde, ou malheureusement, des fois, un légume. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion cérébrale, Aucune. mais que le cerveau débranche pour ce qui est de l'ordre de l'insupportable. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est qu'il reste quand même certaines compétences, des aptitudes. Par exemple, vous saviez jouer de la guitare, vous continuez à savoir jouer de la guitare. La tablette, c'est pareil. Vous avez des usages qui restent très familiers.
Ben, j'ai tous mes acquis et c'est très difficile à expliquer. J'ai toute ma capacité d'analyse, tous mes acquis, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais par contre, je les utilise, quoi. À l'hôpital, quand on m'a dit il paraît que vous jouiez de la guitare, j'ai dit OK. On m'a donné une guitare, j'ai joué 3 heures. Mais je ne sais pas comment je fais pour jouer, quoi. Et vous avez oublié du coup votre nom, votre prénom. Qu'est-ce que vous avez oublié d'autre? Les événements, au moment où on vous parle du 11 septembre, une date qui a marqué les esprits à jamais. On sait tous ce qu'on faisait le 11 septembre au moment où l'information est tombée. Vous... Moi, j'ai répondu à la neurochirurgienne, bah, c'est le lendemain du 10 et la veille du 12. Logique. Logique, parce que je suis cartésien. Puis bien évidemment, après, comme j'ai utilisé une tablette et que j'ai été regarder ce qui s'était passé le 11 septembre, bah oui, bah voilà, j'ai réappris les choses, mais ça ne me parle pas. Concernant vous-même aussi, vous avez mené une enquête sur votre propre histoire. Vous êtes allé faire des recherches, alors j'imagine auprès de votre entourage, mais aussi en ligne pour faire connaissance avec vous-même. Bah oui, on m'a réappris au tout départ avec un cahier tout simple d'écolier avec des photos qui étaient mes parents, mes enfants, toute ma famille. Puis moi, on est dans un monde qui est incroyable, où on peut retrouver tout sur Internet. Comme j'ai été footballeur professionnel pendant très longtemps, bah, j'ai eu cette chance de jouer 600 matchs pro, donc il y avait des photos, il y avait des... Mais quand on vous montre ces photos, par exemple, on en a affiché une, là, à ce moment-là, parce que c'est vous à l'image, là, Ouais. vous dites, bah, ah oui, c'est moi, mais c'est pas moi, ça ne vous évoque absolument rien? Alors, ça m'évoque rien du tout. Je vois que c'est moi. Je me suis même revu pendant des matchs incroyables avec Marseille. Ça ne me parle pas du tout, mais je dois constater que c'est moi. Et vos enfants, pareil, vous ne reconnaissez pas, vous avez 5 enfants. Aucun de vos enfants, pour vous, c'est des enfants, soit des gens, des étrangers. Alors, au départ, oui. Puis quand je les prends dans mes bras, je sais que ce sont mes enfants. Quand même, au fond de vous, Ouais. quelque chose se réveille. Il y a un ressenti, c'est la seule chose que j'ai. Ils vous ont aidé à reconstituer un petit peu votre histoire, le père que vous étiez avant cet épisode, le père que vous êtes toujours auprès d'eux aujourd'hui. Alors eux, ce qui est super avec eux, c'est qu'ils n'ont aucun filtre. Donc ça s'est fait naturellement. Au départ, on les a préparés parce que la première rencontre n'a pas été simple, ni pour eux, ni pour moi. Et puis après, les choses se font naturellement. Un enfant, quand il a besoin de vous demander quelque chose, il vous le demande et puis vous répondez. Mais ou pas. est-ce que le papa que vous êtes aujourd'hui, il vous raconte qu'il est un peu différent du papa qu'ils ont connu avant il y a 7 ans? Il est d'après ce qu'ils me disent, un petit peu plus posé, plus présent physiquement peut-être. Emma le disait, c'est une enquête que vous avez dû mener pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et vous nous l'avez dit à demi-mot, mais le facteur déclenchant à votre amnésie, ce serait des violences sexuelles que vous auriez vécues plus jeune. Vous avez reconstitué l'histoire et c'est ce qui s'est passé? Oui, l'histoire, je la connais très bien. Je la décris dans le livre de manière précise parce que c'est important pour moi aussi de comprendre pourquoi mon cerveau en est arrivé là. Et puis aussi pour parler de ma sœur parce que c'était important aussi de réhabiliter un peu ma sœur. Pourquoi votre sœur? Parce que ma sœur a malheureusement subi les mêmes choses que moi, mais elle n'est plus là pour en parler. Et moi, j'ai cette chance-là de pouvoir expliquer. Aujourd'hui, vous êtes accompagné, pour faire ce travail-là, vous êtes accompagné par une psychologue. Oui, une thérapeute spécialiste du trauma oui, à Fribourg. Vous allez explorer votre mémoire aussi avec des séances. Vous êtes à la recherche parce que cette mémoire, elle ne revient pas pour le moment. Elle est là. Il n'y a aucune garantie qu'elle revienne. Elle peut revenir, mais il n'y a aucune garantie. Il y a 3 phases de reconstruction. Moi, je suis dans la 2e au bout de 7 ans. Donc, vous imaginez, c'est la phase 2 où on travaille le plus difficile, on va dire, les traumas. Et ça, c'est compliqué. Franchement, émotionnellement, c'est pas simple, mais c'est vital. Et puis après, il y a une 3e phase, on va dire, un peu plus simple. Mais moi, j'ai choisi cette voie-là. J'ai choisi d'avancer. D'autres choisissent une autre voie. Je m'occupe du mieux que je peux de moi. Et si la mémoire ne revient pas avec des images, elle se traduit par des sensations, ressentis, des émotions? Ouais, des ressentis, beaucoup. Après, on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour avancer? Je dis, mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. À partir du moment où j'ai décidé d'avancer, j'avance avec des difficultés, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pascal, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De vivre très longtemps pour aller rechercher le plus de choses possibles sur ma vie d'avant.
et puis de pouvoir aider humblement à travers un témoignage comme celui-là. Et puis j'espère monter un seul en scène que j'ai écrit ensuite, aider des gens qui sont dans la même situation que moi. Alors, vous souhaite tout plein de bonheur, une longue vie heureuse et bravo pour votre combat parce qu'effectivement, ce que vous avez vécu vous plus jeune, on espère que d'autres pourront dénoncer ce qu'ils ont subi et puis surtout que les choses s'arrêtent. Pascal Rousseau, merci beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup. de témoigner dans le Mag de la Santé. On rappelle le titre de votre livre, Amnésique. C'est publié aux éditions City. Et c'est écrit avec Florence Boutet, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Avec une préface de Franck Leboeuf. Et d'ailleurs, vous avez joué avec l'Olympique de Marseille. Vous supporterez quand même le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Vous n'avez pas le droit de répondre non. Si, j'assume, il n'y a aucun souci. Je vais supporter le Paris Saint-Germain pour les points qui vont ramener au football français. Mais voilà, votre Marseille. cœur est à Marseille. Mais Marseille. Non, je ne vous en veux absolument pas. Merci beaucoup, Pascal. Merci. On passe à un tout autre sujet. C'est un dispositif qui vise à mieux accompagner les adultes en situation d'obésité. Après une expérimentation en Bourgogne-Franche-Comté, il a été étendu à tout le pays depuis le mois de mars. Le but, c'est de proposer un accompagnement médical, un suivi diététique, un soutien psychologique et de l'activité physique adaptée aux personnes en situation d'obésité sévère. Le tout remboursé par l'assurance maladie. Voyez ce reportage à Dijon. Julien Dubois, Laurence Ketterer, Ilana Azenkot. Depuis 3 ans et demi, Meg Alinghi est suivie dans cette maison médicale de Dijon. Chaque trimestre, elle a rendez-vous avec un professionnel de santé pour le suivi de son obésité. Ce jour-là, c'est l'infirmière qu'elle voit en consultation. L'objectif, faire un bilan sur ce que Meg a entrepris depuis ses rendez-vous avec un psychologue et un diététicien. Est-ce que vous avez remis quelque chose en place depuis la dernière consultation ? J'essaye de faire, on va dire, 5 fois par semaine, donc c'est-à-dire soit de la marche ou du vélo. Cette patiente bénéficie d'une expérimentation unique en France. Un accompagnement renforcé avec toute une équipe de soignants. Pour Meg, c'est un parcours bienveillant et constructif par rapport à sa maladie, bien différent de ses anciens suivis. C'est quelque chose qu'on nous remet en fait quotidiennement dans la tête en mode il faut perdre du poids, il faut perdre du poids, il faut perdre du poids, mais on voit pas au-delà en fait que c'est pas juste du poids parce que on ne fait rien, on mange des McDo tous les jours ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pas simple et c'est quelque chose qui pèse quoi. Lors de ces consultations, différentes mesures sont prises sur la patiente à l'aide de cette balance à 25 capteurs. Les données sont ensuite analysées par le médecin nutritionniste Cyril Gauthier, à l'origine de cette expérimentation. Votre masse musculaire est quasiment pas descendue. Donc ça, c'est plutôt très très positif. Donc ce qui veut dire que la quasi-totalité de votre perte de poids aujourd'hui, elle est liée à la perte de masse grasse. Avec la généralisation du dispositif, le médecin estime que 150 000 personnes pourront être prises en charge chaque année. L'obésité, c'est multifactoriel. Certains vont avoir besoin de plus d'approches diététiques, centrées sur la qualité. D'autres, c'est sur les sensations alimentaires. D'autres, c'est l'approche comportementale avec le psychologue. D'autres, c'est l'approche éducative avec l'infirmière. Coralie Alloro a, elle, été accompagnée dès le début du dispositif. En 2019, elle pèse 110 kilos. Elle bénéficie d'une chirurgie et atteint progressivement 58 kilos. Je me rends compte que je reviens de loin quand même, quoi. Il y a eu beaucoup de travail, hein. C'est pas, ça se fait pas tout seul, hein, loin de là. Hein. Et ouais, je suis fière de moi. Un changement de vie dans lequel elle a pu être accompagnée. Toutes ces consultations ont été prises en charge par l'assurance maladie. C'est un beau billet, quoi, et on n'a pas tous les moyens de s'offrir ça. C'est juste quelque chose d'exceptionnel qui s'offre aux malades d'obésité. Coralie doit maintenant réussir à stabiliser son poids. D'autres parcours comme celui-ci sont à l'étude, notamment pour accompagner les enfants en situation d'obésité. Une découverte aussi extraordinaire qu'incroyable. L'homme de Néandertal soignait déjà ses caries il y a 60 000 ans. Oui, c'est ce qu'on apprend d'une étude publiée dans la revue PLOS ONE. Des archéologues russes ont découvert une dent cariée dans une grotte de Sibérie. Une molaire qui appartenait en effet à Néandertal et qui présentait un petit creusement à l'intérieur jusqu'à la pulpe dentaire. En fait, c'est la plus ancienne trace d'une intervention du genre connue à ce jour. Oui, ils ont pratiqué ce qu'on appelle une dévitalisation. Alors ça, vous le connaissez ce terme lorsque vous allez chez le dentiste.
Le principe est simple. Lorsque vous avez une carie, vous avez une atteinte de l'émail. L'émail, c'est l'enveloppe externe de la dent. Le problème, c'est que lorsque la carie n'est pas traitée, elle progresse pour atteindre notamment la pulpe et c'est responsable de douleurs absolument insupportables. Dans une dévitalisation, le principe semble simple. Il s'agit notamment d'extraire la pulpe qui contient des vaisseaux sanguins, mais également des nerfs responsables de la douleur. Donc imaginez, il y a 60 000 ans, retirer la pulpe, moi je trouve ça absolument incroyable. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez ils ont pratiqué une dévitalisation. Aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile, je ne suis pas dentiste, mais enfin, avec les outils actuels, c'est quoi, les fraises, les bistouris, les bidules Effectivement, et les machins. Et l'aspirateur à salive. L'aspirateur à salive, mais à l'époque, c'était avec des petits outils. On a les images aussi dans la publication que vous voyez ici. Des petits outils en pierre taillée, probablement très précis, pour réussir ce genre d'intervention. Et puis vous savez comment ils se désinfectaient les mains à l'époque? J'attends de savoir, je trépigne. Comme ça, À et on commençait la chirurgie. Plus de dents, mais un abcès en plus. Merci beaucoup, Emma. Et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser au stress et sur les moyens, les techniques qui existent pour en limiter son impact et si possible s'en débarrasser sans médicaments. Nous serons avec un psychologue et une sophrologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Romans-sur-Isère à la rencontre du docteur Pienec qui exerce toujours à l'âge de 72 ans. SOS Homophobie alerte sur une réalité terrifiante, la montée des actes homophobes en France et notamment des guet-apens. C'est la chronique de Pauline Déroulède. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qu'on considère comme courageuse? Eh bien, c'est la chronique de Sylvie Choqueron. Nous répondrons à la question de Florence, une téléspectatrice qui aimerait savoir comment retirer, vous savez, le petit duvet au niveau des lèvres. Elle aimerait connaître la meilleure technique et celle qui est sans risque. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Et il est temps justement de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Sylvie, Pauline, très content de vous retrouver. Pauline, vous avez choisi un mot, une photo et un contenu qui vous ont marqué sur les réseaux sociaux. On va commencer par une photo et c'est la vôtre aujourd'hui. Ah, c'est moi. On commence par la photo. Très bien. Non, c'est pas ça qu'on devait faire. C'était pas du tout la photo, mais pas du tout. on peut commencer. Ah non, pas du tout. En fait, je voulais commencer par vous, mais on va commencer par un mot. On va d'abord commencer par quelque chose de très sérieux. Exactement. C'est le mot et c'est. On commence par le mot. Homophobie, effectivement. Et malheureusement, on en parle encore. C'est le dernier rapport qui vient de sortir de l'association SOS Homophobie qui nous alerte, encore une fois, sur une réalité glaçante, la montée des actes homophobes en France et surtout l'augmentation des guet-apens visant des personnes LGBT+. Donc en 2024, pour vous faire une idée, un guet-apens LGBTophobe était recensé tous les 4 jours, donc assez conséquent. Et ce qui est terrifiant, c'est que les victimes sont attirées dans des lieux isolés avant d'être agressées. Oui, le principe, il est terrible. C'est des personnes qui créent de faux profils sur les applications de rencontres, vous savez, sur les réseaux sociaux, pour tendre des pièges aux personnes homosexuelles, donc majoritairement des hommes. Et donc, ça donne des agressions, des vols, parfois des violences extrêmement graves. Et ce qui choque aussi, derrière, c'est le silence des victimes. Généralement, les victimes, beaucoup de victimes, en tout cas, n'osent pas porter plainte, tout simplement parce qu'elles ont peur, elles ont honte. Et elles pensent aussi qu'on ne les prendra pas au sérieux. Pourtant, c'est un phénomène qui devient de plus en plus connu. Et moi, j'aimerais dire ici qu'on parle souvent d'inclusion, presque comme un mot moderne, marketing. Mais derrière ce mot, il y a une chose très simple, c'est pouvoir aimer, sortir, rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, sans risquer de tomber tout simplement dans un piège ou de risquer une agression pour le simple fait de son orientation sexuelle. Donc ça paraît dingue, mais c'est pourtant juste vivre une vie normale comme tout le monde. Exactement. Et on le rappelle que toute discrimination, vous le savez, fondée sur l'orientation sexuelle est punie par la loi et qu'un acte homophobe constitue une circonstance aggravante. Oui, et moi je voudrais dire aujourd'hui sur une chaîne du service public devant tout le monde que je suis très fière de faire partie de l'équipe du MAC de la Santé avec vous en tant que femme qui aime les femmes et qui est maman de 2 petites filles merveilleuses qui elles-mêmes, je pense, sont fières d'avoir 2 mamans. Donc je pense qu'il faut continuer de le dire et je pense surtout à toutes les victimes qui souffrent encore de l'homophobie. Moi personnellement, j'ai toujours eu la chance d'être plutôt épargnée. Je pense tout simplement ne pas avoir été victime d'homophobie directe ou ne pas l'avoir vue, pardon. Et je souhaite ça vraiment à tout le monde, en tout cas que notre monde devienne meilleur. Nous aussi, on est fiers de vous avoir dans l'équipe, Pauline. C'est un vrai plaisir. Vraiment, merci beaucoup. On passe à votre photo. Voilà, je voulais absolument qu'on le fasse cette semaine, parce que la photo, c'est vous qu'on voit à l'image. Et vous allez nous expliquer un peu votre quotidien. Tout à fait, Jimmy. Alors, je vais me lever pour que vous voyez. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent comment ça fonctionne, ma prothèse. Alors, une prothèse, déjà, c'est 3 parties pour ma part, parce que je suis amputée au-dessus du genou. Et donc, j'ai un pied,
un genou électronique dit intelligent et une emboîture. Et ça, ces 3 pièces ensemble, elles font une prothèse. Mais je vais notamment vous parler du genou, qui est vraiment une technologie assez élaborée. Moi, j'ai la chance d'avoir ce genou qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que j'ai eu un accident de la route. Donc, j'ai une assurance qui a pris en charge et ça coûte à peu près 140 000 €. Donc voilà, une micro-technologie qui coûte cher. Il y a d'autres genoux qui sont pris en charge, qui coûtent 80 000 €. Et ce genou-là, il peut faire énormément de choses. Il a été conçu pour des militaires américains à la base qui peuvent retourner au combat avec cet appareillage, donc qui permet de porter des charges très lourdes, d'aller dans l'eau et d'être un petit peu tout-terrain. Donc moi, c'est ce qui me va. Comme ça me permet de soulever des barres de lourd, par exemple, et aussi de me baigner avec, tout simplement. Grâce notamment au téléphone portable qui vous permet de contrôler la prothèse? Effectivement, j'ai une application avec plusieurs modes, donc notamment le mode de base qui est le mode de marche. Et par exemple, si vous savez, quand vous faites des pompes, vous devez verrouiller votre genou, c'est-à-dire que vous devez avoir la jambe raide. Donc là, je verrouille mon genou, voilà, et je peux tranquillement me mettre au sol sans avoir peur que mon genou plie, venir faire mes pompes comme n'importe qui de normal. Bon, par contre, Jimmy, si je veux remarcher, voilà, je ne peux pas rester avec la jambe bloquée, donc je me remets en mode de base. Et ensuite, avec ce même genou, vous pouvez également activer d'autres modes et courir, par exemple Alors, je peux courir avec ce genou. Après, j'ai des modes un petit peu gadget, voilà, tennis de table, moto. Je n'ai pas encore tout testé, il faudra que je le fasse. Bon, globalement, ce n'est pas magique, révolutionnaire, mais ça permet d'avoir une mobilité adaptée à l'activité. Et je peux courir aussi avec ce genou, vous avez vu. En revanche, c'est très, très lourd. Ça a ressenti 10-12 kilos. Donc, imaginez-vous, courir lesté, ce n'est pas très pratique. Donc, pour ça, j'ai ma lame de course que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, donc cette lame que vous avez dû voir notamment pendant les Jeux paralympiques, oui. Donc qui est vraiment dédiée à la course. On peut courir avec cette lame. Et voilà, donc j'ai appris à courir récemment d'ailleurs, donc il faut que je m'entraîne. Mais c'est beaucoup plus léger, mais je peux la porter que quand je cours. J'ai aussi une prothèse pour faire du surf et une prothèse pour faire du ski aussi. Donc tout cet appareillage. On voit là l'écran là aussi. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment voilà, le pied prothèse dans le ski directement, donc très lourd aussi. Mais voilà, ça permet d'avoir une vie presque normale et de pouvoir faire plein d'activités et ça, c'est plutôt chouette. Oui, d'ailleurs, vous êtes vraiment très forte. On s'est entraîné une fois ensemble. Pauline, vous êtes vraiment ultra balèze. Ouais, on va se réentraîner, Jimmy. Non, mais vraiment, vous êtes hyper impressionnante. Merci beaucoup, Pauline. Et pour terminer rapidement, vous avez un contenu sur les réseaux absolument incroyable à nous présenter. Effectivement, 604 km dans le désert. Alors lui, il s'appelle Arda Saatsi, c'est un ultramarathonien allemand. Voilà, qui a mis 123 heures pour faire ces petits 604 km sous presque 40 degrés dans le désert californien. Donc voilà, là, si je vous dis relayer la vallée de la mort à Los Angeles, vous imaginez bien que le climat est plutôt chaud. Voilà, chaleur extrême, bitume brûlant, voilà, déshydratation, enfin voilà un petit confort sympathique, manque de sommeil. Mais lui, c'est vraiment un habitué de ces challenges extrêmes. Il en fait un par an. Donc on se demande toujours plus quel sera le prochain et surtout pourquoi tu fais ça. Surtout pourquoi 600 km, 123 heures, c'est l'équivalent de 14 marathons. Bon, on va déjà en faire 10% d'un. On va essayer avec la lame, on va essayer d'en faire un. Merci beaucoup, Pauline. Même si le dernier contenu il est un peu décourageant. Tout de suite, on retrouve Sylvie Chocron qui nous dira si on aura le courage de faire ce genre d'activité. De se dépasser. Mais avant ça, on a reçu la question de Laurent qui aimerait connaître les effets du stress sur le corps humain. Eh bien, Laurent nous répondra à votre question dans quelques instants dans notre dossier consacré à la gestion du stress. Sylvie Chocron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au courage. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne courageuse? Pourquoi vont sauter de 10 mètres de hauteur d'un plongeoir quand certains comme moi vont prendre l'escalier pour redescendre tranquille? Comme moi aussi, oui, je vous rassure. Pauline, vous êtes courageuse? Moi, je saute. J'ai déjà fait un saut pendulaire. Évidemment. Mais c'est... Voilà, il faut vaincre la peur, mais c'est dur. Eh ben, c'est la J'aimerais fin bien savoir comment c'est la fin de la chronique. Il faut vaincre la peur et on y arrive. Merci Pauline. Donc non, justement, avant de parler du courage, on va parler de la peur, parce qu'effectivement, le courage, c'est de dépasser sa peur. Et donc, il y a des centaines d'articles sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on a peur, et en particulier, on identifie une petite région dans notre cerveau quand on est justement face à un danger, un insecte, le plongeoir de 10 mètres, peu importe. On a une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Alors, c'est pas l'amygdale au fond de notre gorge, c'est l'amygdale dans notre cerveau. Et cette petite structure, c'est celle qui réagit au danger, qui identifie le danger et qui nous dit, alors c'est simple, c'est les 3 F, fight, flight ou freeze. C'est-à-dire, je me bats,
je m'envole, je m'en vais, ou je reste complètement paralysé. C'est cette structure dans notre cerveau qui va nous faire réagir d'une façon particulière à ce qui nous fait peur. Donc l'amygdale cérébrale s'active, on a peur, mais qu'est-ce qui fait que Pauline, par exemple, Va elle dépasser va sauter la peur. Moi, ça me dit j'ai envie de me barrer, mais j'y vais quand même. Voilà, alors Moi, qu'est-ce j'ai qui se envie de me passe barrer, je me barre. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Pauline? Parce que dans le cerveau de Rim, comme dans le mien, on sait ce qui se passe. C'est l'amygdale qui a pris le pouvoir et on s'en va. Flight, on s'envole. Mais dans le cerveau de Pauline, c'est très intéressant. Il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre au point des protocoles expérimentaux pour mesurer le courage. Alors, vous allez me dire comment on fait pour mesurer ce qui se passe dans le cerveau quand on est courageux. Donc, on met un sujet dans un scanner. On va lui faire une IRM fonctionnelle, on va regarder son cerveau en activité, en temps réel, pendant qu'il a un petit boîtier dans la main et il appuie sur un bouton qui fait avancer un plateau avec quelque chose qui fait très peur. Dans l'expérience, c'était une couleuvre d'1,50 m. Et donc, il appuie sur son bouton, il est terrorisé par le serpent, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ceux qui appuient et qui font que ce plateau s'approche d'eux de plus en plus avec cette couleuvre vivante, d'accord, versus la condition contrôle où c'est un nounours en peluche, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on n'a pas peur? Donc on voit la couleuvre arriver, et on est dans l'IRM. Certains vont continuer à appuyer, la couleuvre va continuer à s'approcher. Qu'est-ce qui s'active à ce moment-là dans le cerveau pour surmonter sa peur et continuer à appuyer, alors que d'autres vont arrêter d'appuyer et laisser la couleuvre à distance? Et justement, on a la réponse à cette question. Voilà, exactement, dans ce cas-là, on a une structure qui s'active qui est le cortex singulaire. Alors, ce cortex, qu'on va voir à l'écran, voilà, en rose, là, qui s'illumine. Donc, ce cortex singulaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est le cortex qui va nous permettre, en même temps, d'éteindre un petit peu l'activité de l'amygdale, c'est-à-dire de faire taire notre peur, et en même temps de venir nous aider à dépasser, à réguler cette émotion qui est la peur, et à dépasser notre peur pour nous exposer à quelque chose qui est effrayant. La couleuvre, le plongeoir, l'insecte, peu importe. Donc c'est-à-dire que les personnes courageuses vont bloquer un peu l'amygdale cérébrale. Exactement. Et activer le cortex insulaire qui lui bloque à son tour Exactement, qui nous permet du coup d'être courageux. Et donc c'est pas étonnant que ce soit cette partie du cerveau, parce que le rôle du cortex singulaire, c'est de réguler les émotions. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Vous devez absolument éteindre la peur, la contrôler, et laisser du coup émerger quelque chose qui s'appelle le courage, qui est le dépassement en fait, le dépassement de soi, le dépassement de cette peur. Finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux face à la peur. Non, et pas du tout. Certaines têtes brûlées, comme on peut l'appeler, Exactement. je ne citerai personne évidemment, elles ont finalement une amygdale différente. On se demande justement, et on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que certains justement vont dépasser leur peur? Et donc par exemple, il y a ces gens qui vont marcher, qui sont funambules, vous savez, et on les voit faire des choses incroyables dans les villes, marcher sur une corde, marcher sur les toits, escalader les gratte-ciels à main nue. Figurez-vous que chez ces gens-là, leur amygdale est un petit peu inhibée, elle est moins activée à l'état de base, ce qui fait qu'ils ressentent moins la peur. Alors finalement, on va se tranquilliser, Jimmy, parce que si on ressent moins la peur, est-ce qu'on est vraiment courageux? Non. Finalement, il n'y a rien à dépasser. Donc ils n'ont pas de mérite, en fait. Vous voyez où je veux en venir? Ils n'ont juste pas peur. Voilà. Je pense que c'est une très bonne conseillère, la peur, à mon avis. Mais bon, exactement, parce que chacun se fera sa petite idée. C'est très utile. Et juste pour finir, pour dépasser sa peur, pour venir doper ce cortex singulaire, il y a visiblement quelque chose qui marche très bien, qui est la méditation. Donc je pense que les sportifs sont très habitués à l'hypnose, à la méditation. C'est des choses qui vont venir doper ce cortex singulaire et éteindre un petit peu l'amygdale. Voilà. Justement, on parlera peut-être de méditation dans quelques instants dans notre dossier consacré à la gestion du stress. Merci beaucoup Sylvie, on a appris plein de choses. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Drôme. Et nous partons pour Romans-sur-Isère, une ville de 33 000 habitants. En 10 ans, la commune a perdu près d'un tiers de ses généralistes. Mais pour le docteur Pienec, 72 ans, l'heure de la retraite n'a toujours pas sonné. La passion, elle, est toujours là. Fanny Bouteiller, Guillaume Biraud et Khalid Mahmoud l'ont rencontrée. C'est une maison propice au repos. Un joli jardin, une piscine, ça sent bon la retraite. J'aime bien voir les plantes, s'il y a des choses qui sont tombées, s'il y a des arbustes morts, s'il y a des petits coups de sécateur à donner. Pourtant, Pierre Pienec est un jardinier amateur encore bien occupé.
À 72 ans, il enfile toujours sa veste de médecin. Un passionné qui a bien du mal à tourner la page d'une vie entière consacrée à la médecine. On est au cœur de la ville où je suis né, où j'ai toujours vécu, où je revenais fréquemment pendant ma dizaine d'années d'études de médecine, où je me suis installé ensuite. C'est vraiment tant au niveau personnel, familial que médical, c'est une ville profondément ancrée dans mon cœur. Bonjour. Bonjour. Alors, tout va bien? Ça va un peu mal dans le sein, puis ça va derrière. Remontez un peu votre manche. Les visites à domicile, c'est du temps, c'est beaucoup plus long pour nous que les consultations au cabinet médical. 12. Déjà, les patients que je suis depuis 40 ans, je ne vois pas comment je pourrais leur dire « je ne viens pas ». Et puis, pour les patients nouveaux, bon, de temps en temps, c'est souvent des connaissances d'une connaissance qui m'appellent, etc. Et on arrive à trouver le temps de les voir. D'accord. Il est toujours présent. On lui demande, vous en connaissez beaucoup des médecins qui vous donnent leur téléphone? Voilà, ça veut tout dire. On a beaucoup qui voudraient ça. On parle d'autres aventures. Voilà, vous continuez, et bon courage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ces 10 dernières années, Romans-sur-Isère a perdu un tiers de ses médecins. Obtenir un rendez-vous est devenu un casse-tête. Pierre Pieniec est aujourd'hui le doyen des généralistes de la commune. La tension monte? Oui. Toujours les vertiges entre le vent? En 42 ans d'activité, il a noué de solides amitiés avec certains de ses patients. 16,5 sur 9. Malheureusement, je me dis toujours quand il va prendre sa retraite, C'est pas prévu, ça. C'est pas prévu? Non. Tant que j'ai la santé, on continue. J'ai la passion de ce métier. Les patients sont des gens merveilleux qui apportent énormément. Et ce métier, c'est un échange constant entre les patients. Ils m'apportent et je leur apporte. Sur son temps libre, une deuxième passion, le bricolage. Marie-Claire, comme ça? Tiens. Formidable. Marie-Claire vit à ses côtés depuis toujours. Ancienne infirmière, elle soutient son engagement. Je trouve que c'est formidable de vivre avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il commence à 9h du matin et c'est 22h, 22h30 à peu près. Mais c'est vrai que j'aimerais maintenant qu'il réduise un peu les journées. Ça, c'est certain. Ce serait mensonger de dire le contraire. Puis voilà. J'essaye, là, on s'est mis comme challenge que le jeudi, je terminais à 18h après la demi-heure de restitution avec l'interne. On va voir si je tiens le cap. Le docteur Pieniec forme des internes à son cabinet. Si l'un d'eux s'installait, il prendrait peut-être la décision d'enfin lever le pied. Et un grand bravo au docteur Pieniec. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et c'est la question de Florence, donc aujourd'hui, qui nous dit qu'elle est très complexée par le duvet et les poils au-dessus de sa bouche. Et elle nous demande donc quelle est la méthode la plus efficace et aussi sans risque pour l'enlever. Et c'est vrai que comme pour Florence, ce duvet, c'est une grosse source de complexe pour de nombreuses femmes, et ce à tous les âges de la vie, que ce soit à l'adolescence, quand la pilosité commence, mais aussi au moment de la ménopause, puisque parfois, on va le voir, les poils deviennent plus drus. Et puis, même si on l'aime pas beaucoup, cette moustache ou ce duvet, en réalité, les femmes en ont autant que les hommes, parce que c'est une zone hormonodépendante. Donc en fait, du duvet, on en a tous au niveau de cette zone. La seule chose, c'est que ça peut être plus ou moins visible. Voilà, c'est vrai que notamment pour les personnes qui sont brunes, forcément ça se voit un petit peu plus. Et puis je vous le disais, lors de la ménopause, avec la chute des oestrogènes et la hausse de la testostérone, les poils peuvent devenir plus épais, plus drus, et même si on n'avait rien avant. Et donc c'est pour ça que je reçois pas mal de messages à ce sujet. Et puis ça peut être dû aussi à des dérèglements hormonaux, et c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de consulter
repousser quand la pilosité augmente d'un coup. Oui, là, c'est pas qu'une question esthétique. En réalité, il peut y avoir une condition Exactement. médicale derrière. Alors, justement, si on souhaite retirer ce duvet, vous avez amené plein de techniques différentes. Exactement. Alors voilà, aucune injonction, mais si vous souhaitez le faire, une technique qui n'est pas du tout chère et très pratique, c'est la pince à épiler. Surtout, vous voyez comme sur la photo, là, la dame, elle n'en a pas beaucoup sur les côtés. Elle peut tout à fait le faire. L'avantage, donc peu coûteux, vous pouvez faire ça chez vous, mais il faudra le refaire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que ça va repousser, mais pourquoi pas si on a quelques poils rebelles. Ensuite, vous avez une technique un petit peu plus rapide, c'est celle de la cire, et vous avez des bandes toutes prêtes, faites pour ça. Voilà, vous allez mettre la bande, vous allez tirer, ça vous enlève tous les poils. Là aussi, il faudra le refaire toutes les 2-3 semaines environ selon la pilosité. Et puis, vous avez aussi de nombreuses femmes qui n'ont pas envie d'avoir mal et elles font donc la technique du rasoir avec notamment le dermaplaning. Vous voyez, avec ce petit rasoir, voilà, elle fait ça directement, elle enlève son duvet, ça va couper le poil. Alors, le problème, ça ne va pas repousser plus vite, mais en revanche, ça va le rendre plus dru et plus piquant. Et donc, il faut le refaire quand même assez souvent. Moi, personnellement, je ne tenterai pas cette méthode. Alors, vous avez des solutions qui sont un peu plus permanentes. Exactement. Vous avez une des très courantes, c'est le laser. Là, vous allez enlever les poils de façon quasi définitive puisque ça va produire de la chaleur, ça va éliminer le poil à la racine, ça détruit le follicule pileux. Le problème, c'est que ce laser, il peut avoir parfois ce qu'on appelle faire une repousse paradoxale, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'hormones. Et ça ne marche pas sur les poils clairs. Il faut compter une 50aine d'euros par séance et il en faut 5-6, donc c'est un petit budget. Et également l'épilation électrique et la décoloration. Oui, alors l'épilation électrique, là, l'avantage, c'est que c'est aussi définitif, mais que ça marche sur les poils blancs. Et également, si on a des problèmes hormonaux, ce n'est pas une contre-indication, mais vous voyez, c'est poil par poil. Donc pareil, là, il faut un peu de patience et un peu douloureux également. Mais après, vous êtes tranquille au bout de quelques séances qui coûtent aussi une 50aine d'euros. Vous êtes tranquille, mais il faut vraiment le faire chez un dermatologue. Hein, c'est très important. Et on termine avec une petite technique qui ne fait pas mal, la décoloration. Vous mélangez les 2 produits, vous mettez ça comme une crème, vous laissez ça quelques minutes et vous avez le duvet qui est clair. Et donc là, plus de problème. Attention, peut-être faire un test avant quand même sur la peau. Pour les allergies, ça peut être un peu irritant, effectivement. Eh bien, merci de toutes ces précisions. Voilà. J'espère que Florence, elle aura trouvé la technique qui lui convient. On passe à notre dossier du jour. Travail, charge mentale, examen, manque de sommeil. Vous le savez, le stress fait partie de notre quotidien, quel que soit notre âge. Le problème, c'est que lorsqu'il s'installe durablement, on sait qu'il peut avoir des conséquences sur notre santé. Alors, comment mieux gérer son stress au quotidien? Est-ce que la respiration peut vraiment nous aider? On vous donne plein de conseils avec nos 2 spécialistes. Et nous sommes ravis d'accueillir Vincent Tribou, psychologue, co-auteur du livre « Devenez votre propre psy ». C'est publié aux éditions HarperCollins. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes ravis d'accueillir Gaëlle Piton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de ce livre et vous êtes sophrologue, le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est publié aux éditions Très Daniel. Petit tour de table pour savoir si vous vous sentez considéré comme des personnes stressées au quotidien. Rime. Alors oui, assez stressée, mais j'y travaille. Donc voilà, on va voir ce qui peut m'aider encore plus. Pauline, vous êtes sportive. Est-ce que le stress fait partie de votre quotidien? Bien sûr, après, il faut en faire quelque chose, il faut que ce soit du bon stress. Mais effectivement, moi, j'ai une vie stressante, un contexte stressant avant des matchs, etc. Et j'ai hâte d'entendre nos spécialistes. Moi-même, j'utilise déjà des techniques et il faut avoir du stress, je pense. Ça va être la question, justement. Est-ce que, c'est la vigilance, le stress. Mais peut-être juste la bonne dose. Sylvie Chocron, vous êtes neuropsychologue. Est-ce que vous êtes stressée, vous? Bien sûr, comme tout le monde, je suis stressée. Mais alors, exactement comme Rime et comme Pauline, j'essaye d'en faire quelque chose et de faire équipe avec mon cerveau. Et vous, Jimmy, vous stressez? Non. Oui, j'étais sûre. Ça dépend. Je suis imperméable au stress. Non, en vrai, je pense que... Non, je ne suis pas stressé. Bon, je vous raconterai ma vie une autre fois, ça n'intéresse personne. Vincent, est-ce qu'il y a des personnalités, des personnes qui ont une tendance à être plus stressées que d'autres par nature et comment ça se construit, ça? Les anxieux. Les anxieux, ils sont biologiquement, on va dire, plus capables d'être stressés. Ils ont déjà le cerveau qui est en émoi, qui est en agitation. Et dès qu'il y a un déclencheur, c'est sûr qu'ils vont ressentir le mélange de l'anxiété de base et du stress. Et ça fait un peu plus cocktail Molotov chez eux quand même. Donc on peut avoir un trait de personnalité, des personnes qui sont naturellement anxieuses et plus susceptibles au stress. Exactement. Quand d'autres... Et les deux se mélangent, tout à fait. Et les pas anxieux, pour le coup, ils vont... C'est pas qu'ils vont être immunisés, ça va plus glisser. Ils vont peut-être avoir plus de capacité à choisir une bonne méthode pour gérer. Une bonne méthode. Est-ce qu'ils sont forcément plus heureux, les personnes non stressées? On a l'impression que quand tout passe au-dessus de la tête,
la vie est tout de suite plus cool ou est-ce que c'est une idée reçue? C'est une bonne question, ça, le rapport entre stress et bonheur. Alors, je vais vous répondre dans l'autre sens. Il ne faudrait pas que la tentative d'éradication du stress devienne une source de stress. Et donc une perte de bonheur. On ne doit pas être obsédé par ce stress. Si on veut absolument être tout le temps dans le bonheur, il n'y a plus de tolérance au stress. Et c'est une injonction terrible aussi. Alors tout à l'heure, Pauline, vous disiez, à juste titre, qu'il faut du stress. Et oui, on a besoin du stress. Le stress fait partie intégrante de la vie. Ce stress peut avoir des actions positives sur votre santé sur le court terme. Lorsque vous êtes face à une situation stressante, vous allez produire des hormones. On va parler de 2 hormones, notamment une molécule qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, le principe est simple, c'est d'envoyer au cœur plus de sang, augmenter la tension artérielle, pour faire face à un danger. Et ça, c'est normal, c'est physiologique. Vous allez pouvoir courir face à un danger. Et puis, vous avez des glandes au-dessus du rein, qu'on appelle des glandes surrénales, qui vont produire du cortisol. Ce cortisol, on l'appelle également l'hormone du stress, et il permet au corps de s'adapter à une situation stressante. Et donc, il va dire à vos organes qu'il faut mobiliser de l'énergie. Le problème, c'est que lorsque ce stress est trop présent de manière trop importante, il est délétère sur votre santé. On a tous expérimenté qu'une situation très stressante prolongée, bien tout d'un coup, elle nous fatigue. Et Gaëlle, est-ce que vous voyez également des gens qui sont épuisés par ce stress qui semble banal et qui pour autant a un vrai retentissement sur la qualité de vie? Complètement. Des gens qui ne dorment plus, des gens qui sont stressés en permanence et ça commence malheureusement de plus en plus tôt chez les enfants, les adolescents. Vous voyez des enfants et des adolescents stressés? Oui. Oui, énormément. Et ça se manifeste comment? Parce qu'ils vous disent « je suis stressé » ou ils ont des retentissements du stress? Alors, pas forcément. Les enfants, c'est plutôt les parents qui vont mettre le stress. Voilà, mon enfant est stressé. Mais souvent, chez les tout-petits, ça va être des cauchemars la nuit, un moment à l'endormissement souvent, ou alors un comportement aussi à l'école où on sent qu'ils ont besoin de décharger. Vincent, comment est-ce qu'on sait qu'on doit consulter un psychologue quand on est stressé? Parce que bon, on peut être stressé et je vis avec, mais je suis stressé et j'ai besoin d'être aidé par un professionnel. Alors, il y a le stress chronique. Être stressé de temps en temps, ce n'est pas un problème en tant que tel. Par contre, être en stress chronique, on est irritable, on ne dort pas bien, on est épuisé, on pense tout le temps à la chose qui nous stresse, le travail, les problèmes familiaux, et puis vous avez un plus grand risque de burn-out et donc d'entrer en dépression. Donc quand on commence à avoir irritabilité, problèmes de sommeil, anxiété, là, il faut vraiment aller voir son médecin généraliste et ou psychiatre, psychologue, sophrologue. Et on s'inquiète quand ça dure longtemps aussi, c'est ça? Quand c'est sur, je sais pas, plusieurs mois ou... Ce serait étrange qu'on soit pas bien au bout de 3 jours. Mais en effet, les gens ont souvent tendance à trop attendre. 2 ans, 5 ans, 10 ans, avec une peur d'être licencié. Donc, ils procrastinent et on les voit arriver en début de burn-out ou avec un burn-out déjà installé. Parce que la connexion entre stress chronique et burn-out, elle est pas évidente. Enfin, c'est rare qu'on voit quelqu'un en burn-out pour d'autres raisons que du stress chronique. Oui. Non, j'avais aussi une remarque. Je pense que c'est important aussi de consulter parce que justement, des gens peuvent penser qu'ils ont un stress chronique alors qu'en fait, ils ont un trouble anxieux généralisé. Un trouble anxieux, donc un vrai trouble psychopathologique. Et dans ce cas-là, c'est bien de s'adresser à des professionnels pour pouvoir faire la différence entre un stress ponctuel ou causé par quelque chose et puis un état de base avec un niveau d'anxiété trop important. Pauline, vous avez une technique, vous, pour vous déstresser avant une compétition, avant un match? Là, je vous vois vous étendre, justement. Qu'est-ce que Alors, déjà, moi, je suis très assistée parce que j'ai besoin d'une personne généralement qui me guide. Donc, effectivement, j'ai un préparateur mental qui me fait des techniques de visualisation, de méditation. Finalement, quelque chose qui fait baisser le stress, qui attire l'attention ailleurs. Et c'est vrai que moi, c'est un petit rituel que j'ai, notamment avant des matchs, pour essayer de penser à autre chose, d'arrêter de penser à l'enjeu, par exemple, et tout ce que je peux y mettre dedans. Et justement, moi, je voulais en profiter pour vous poser cette question. On dit souvent que le sport, ça défoule. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Mais pour des personnes qui ne sont pas forcément sportives, plus sédentaires, est-ce qu'on peut leur conseiller de la marche, de la natation ou des activités comme ça pour faire baisser aussi le niveau de stress? Il y a plein de choses qui peuvent être aidantes en fonction de ce qui va nous intéresser. Effectivement, il y a des gens qui ne vont jamais se mettre au sport parce que ce n'est pas leur truc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des routines, c'est ce que vous dites très justement, qui permettent de faire autrement, en tout cas. Donc la respiration, ça en fait partie. La nature, effectivement, quand on est connecté, mais on n'a pas forcément toujours l'occasion d'y aller. Mais déjà de se donner des sas, en fait, c'est très important. C'est un peu comme une cocotte minute, en fait. Au bout d'un moment, on a beaucoup de pression accumulée et c'est bien de vider la cocotte un petit peu chaque jour. Justement, est-ce qu'on peut vider la cocotte ensemble avec un petit exercice? On pourrait vider la cocotte ensemble, effectivement, avec un petit exercice. Avec un exercice que vous allez pouvoir faire à la maison. Si vous sentez que vous êtes un peu stressé, prenez quelques secondes. Vous allez voir que déjà, en 30 secondes,
On va tout de suite aller un peu mieux. Oui, c'est un petit pas de côté en fait, parce que souvent dans le stress, ce qui est caractéristique aussi, c'est le trop penser. On a beaucoup de ruminations, des pensées qui tournent dans notre tête. Alors, il est impossible d'arrêter de penser, mais on peut faire un petit pas de côté. Je vais vous montrer comment on fait. On va juste s'installer très simplement. Là, on est autour de cette table. Donc, chez vous aussi, vous pouvez le faire où vous soyez. On peut le faire assis, debout, mais là, on va se mettre en posture assise. Décroisez bien les jambes, posez vos mains au niveau des cuisses. Fermez éventuellement les yeux, mais ce n'est pas une obligation si vous souhaitez les laisser entrouverts, alors fixez un petit point au sol. Et pendant quelques instants, juste quelques instants, on va accueillir notre respiration. Alors quand je dis accueillir, c'est laisser être la respiration telle qu'elle est. Il n'y a pas d'injonction d'être détendu ou quoi que ce soit, c'est être comme c'est là tout de suite. Donc le rythme de l'inspire, de l'expire. Et simplement observer peut-être le rythme de votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente, plutôt rapide ? Est-ce qu'elle est plutôt courte ou plutôt ample ? Et puis peut-être d'observer où ça respire dans votre corps. Et on fait ça combien de temps ? Autant de temps que vous voulez, mais pas nécessairement très longtemps. Et dès que vous avez des pensées qui viennent vous rendre visite, simplement vous allez les laisser passer. Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai 1 milliard de trucs. Oui. Je suis en train de... Et pourtant, tout à on fait, accepte bien sûr, on a 80 000 pensées en moyenne par jour. Donc là, l'idée, c'est de les laisser passer, de se foutre la paix pendant quelques instants, juste quelques minutes. Foutez-vous la paix quelques minutes. Et on fait taire les bruits du monde extérieur. Ça, on peut le faire n'importe où. On peut rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, mais on peut le faire dans les transports, on peut le faire sur notre chemin en allant emmener les enfants à l'école, partout, tout le temps. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des techniques, des thérapies qu'on peut faire justement chez le psychologue ? Parce que ça, c'est du quotidien et c'est utile, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il y a besoin d'une prise en charge et de psychothérapie ou de techniques que vous pouvez faire ? Déjà, le premier pas, c'est souvent d'en parler aussi avec son médecin généraliste, qui est, on va dire, le premier en ligne de front de toutes les souffrances. Indépendamment des thérapies, il y a des conseils d'hygiène de base. Faire attention au sommeil, attention au tabac, attention à l'alcool, attention au café, parce que le corps s'allume encore plus fort avec tous ces psychostimulants. Et le manque de sommeil, c'est terrible sur la gestion du stress. Après, il faut voir aussi pourquoi on est stressé. Si on est stressé parce qu'il y a des conflits au travail, faut apprendre à s'affirmer. Il ne faut pas éviter le conflit. Il faut sortir de la volonté de plaire à tout prix. Il faut aller voir les syndicats, il faut prendre un avocat. Il faut aussi qu'on ait une maîtrise sur la chose qu'on appelle le stresseur. Le stress, c'est le corps qui réagit à un stresseur. Donc on doit maîtriser le stresseur. On ne savait pas, parce que c'est vrai que là, tel que je vous le proposais, c'est on subit le stress et on va essayer de s'en débarrasser. Sauf que là, vous dites, on prend le taureau par les cornes parce que et on règle le problème qui nous cause ce stress au quotidien. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, je vous encourage à appeler un plombier. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a des moments où on doit maîtriser la situation et des moments où on ne peut pas maîtriser la situation. Donc le voisin qui fait du bruit avec les enfants au-dessus et qui fait qui nous stresse, il faut aller le voir. Il faut aller le voir en espérant qu'il ne sorte pas le fusil. Et puis quand ça devient trop compliqué, on passe dans ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation. On commence à se dire la chose elle est comme ça, j'ai pas envie de m'épuiser pour cette chose. On fait de la sophrologie, on fait de la thérapie comportementale et cognitive. On a plein d'outils, mais vraiment attention au sommeil, attention aux psychostimulants qui sont quand même terribles. Est-ce qu'on peut essayer un autre exercice si jamais le premier peut suffire, mais on a besoin de diversifier les exercices. Oui, parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, pour juste compléter un petit peu ce que disait Vincent, il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Alors sur celles qui ne dépendent pas de nous, on n'a pas la main. Par contre, dans notre réaction, on a plein de choses qu'on peut faire. J'ai envie de proposer un exercice en posture debout. Donc, je vous invite à vous lever. On se lève. À la maison, vous pouvez vous lever également. Oui. Vous laissez allumer Ça, François. c'est un exercice qui plaît aussi beaucoup aux plus jeunes, aux ados. Donc, n'hésitez pas à le faire en famille. Je vous invite à écarter vos jambes à hauteur du bassin, ni trop écartées, ni trop serrées. On va caler un exercice très simple. C'est pas de la gymnastique, c'est juste un petit exercice sur une respiration. On va commencer par souffler. Inspirer, on va retenir l'air, c'est là qu'on va faire un petit exercice et ensuite on va souffler. Donc si on a des choses à transformer, c'est le moment, des stress à, non pas gérer, mais à transformer, je préfère. Donc on va commencer par souffler et à l'inspire, regardez, on va entrecroiser nos doigts et monter nos mains, paume vers le ciel. Et on va retenir l'air quelques instants comme ça dans cette posture de verticalité et sur l'expire, on relâche tout. Là, on peut éventuellement relâcher les inconforts, peut-être sentir ce que ça nous fait déjà de l'avoir fait une première fois. On va le faire une deuxième fois, si vous êtes d'accord. Je vous propose de commencer par souffler. Grande inspiration. Rétention, tension douce de votre corps. Là, on peut lire aussi s'il y a des choses désagréables, c'est OK. Et sur l'expire. OK. On fait ça combien de fois ? 3 fois. 3 fois, Voilà, ça permet de... ouais, 3 fois, donc ça peut se faire entre avant une réunion importante, avant un switch d'activité, c'est-à-dire quand on passe à notre rôle de parent, par exemple, voilà, c'est des sas là encore.
On a cette question d'Audrey. Comment aider nos enfants à gérer le stress, notamment lié aux réseaux sociaux et même en période d'examen? Est-ce qu'on a un ou deux conseils concrets qu'on peut donner? Et il nous reste moins de 2 minutes d'émission. Ah, alors les réseaux sociaux, moins on y va, mieux on se porte. Les réseaux sociaux, c'est agressif. On voit une vie qui a été construite de toutes pièces. Un Instagrammeur, il peut prendre 200 photos pour en sélectionner une. Il rentre le ventre, il fait de la muscu. Donc on va dans les réseaux sociaux, on sort. C'est un peu violent. Je pense qu'il faut vraiment les mettre à distance. Concernant les examens, je pense qu'il faut aussi dire à son enfant, tu as travaillé. Je t'ai vu travailler. Toute l'année, ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc la réassurance. Réassurance, complimenter, encourager. On l'aide à prendre confiance en lui. Si ça marche bien à la maison, ça marchera bien demain parce qu'il n'y aura pas de surprise dans le devoir d'enseignant. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il travaillera mieux la prochaine fois. Mais il faut aussi, les parents sont toujours obsédés par la scolarité. Il faut baisser la pression sur la scolarité. Il y a également la question de la charge mentale. On imagine, je ne sais pas, moi, une maman, un papa, peu importe. On est stressé, il y a les enfants, il y a le quotidien, il y a le conjoint ou la conjointe. Est-ce qu'au quotidien, on a des choses à faire Gaëlle, tu parlais des enfants tout à l'heure. Oui, des SAS, comme tout à l'heure, je disais, c'est-à-dire que mieux vaut pratiquer 1 ou 2 minutes de respiration une fois par jour que 45 minutes une fois par semaine. C'est vraiment s'accorder des petites pauses très simples qui vont faire les pas de côté par rapport au tourbillon de la vie qu'on a tous, aux journées très chargées. Ça fait des vraies respirations et ça aide beaucoup pour les problèmes de sommeil dont on parlait notamment. Ça fait partie notamment de la cohérence cardiaque, du coup, cette technique de respiration, ou c'est encore autre chose? Alors, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des techniques qui sont cousines, voisines, qui n'agissent pas sur les mêmes choses, mais à nous de trouver, comme on disait tout à l'heure, ce qui nous convient aussi. Exercice qu'on peut faire avec les enfants. On a Florence qui nous dit comment aider les enfants à gérer le stress. Les exercices de respiration qu'on a fait, on peut également les proposer. Alors moi, je préconise de le faire avec l'enfant, parce que dire à un enfant, tu es stressé, mais si soi-même on porte pas mal de stress, il y a quelque chose chez les enfants qui passent pas, donc faites-le en famille. Moi, je recommande vraiment les pratiques. Quand tout le monde rentre de l'école, quand tout le monde rentre du travail, de faire une petite pratique ensemble, même 2 minutes, ça change durablement le climat des familles. Et on a Élise qui nous pose cette question. Comment vaincre le stress chronique? Avez-vous des solutions concrètes? Quand ça devient chronique, délétère, que ça a un impact, il faut consulter, vous l'avez dit, le médecin traitant. Et puis derrière... Et c'est de comprendre pourquoi. Quel est le contexte qui provoque ce stress. Oui, et pas forcément essayer de le faire disparaître. Essayer de régler le contexte. Il faut les deux. Il faut régler le contexte et rajouter, comme disait Gaëlle, toutes les techniques d'apaisement du corps, de régulation du corps. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Gaëlle Piton, je rappelle le titre de votre livre, Le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est publié aux éditions Le Courrier du Livre. Vincent Tribou, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre qui s'affiche au niveau de votre écran. Devenez votre propre psy, publié aux éditions HarperCollins. Rim, merci beaucoup. Merci. Pauline, merci de votre démonstration et de votre présence. Sylvie, c'était un plaisir, même si on n'est pas courageux. On va le devenir. On va le devenir, on va l'accepter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, soyez au rendez-vous car on répond à toutes vos questions autour du zonage. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5. Salut.